Pour cette conférence qui est donc intitulée « Le monde d'après, comment changer notre rapport aux animaux et à la biodiversité ». Alors pour en parler, aujourd'hui nous allons avoir plusieurs intervenants. D'abord Brigitte Gauthier, ici présente, qui est donc la cofondatrice de l'association L214. Nous avons aussi Amandine Sanvicens, qui est la présidente et cofondatrice de l'association Paris Animaux Zoopolis. Et à ma gauche, Manuel Bompard, eurodéputé de la France Insoumise. Nous avons aussi la chance de pouvoir entendre des interventions de personnes qui ne sont pas présentes ici physiquement. Anja Hazekamp, qui est eurodéputée pour le Parti animaliste néerlandais, et Serge Morand, directeur de recherche au CNRS. Alors ils vivent tous les deux à l'étranger, donc c'est pourquoi ils ne peuvent pas être présents physiquement aujourd'hui, notamment du fait des consignes sanitaires, mais ils ont tenu à participer quand même à cette conférence via des interventions vidéo que nous allons vous projeter dans quelques minutes. Donc quant à moi, je suis Galia Mercier, donc je suis la co-animatrice du groupe thématique Conditions animales de la France Insoumise. C'est un groupe qui est rattaché à l'espace programme de la France Insoumise. Nous participons donc à des travaux programmatiques concernant la condition animale dans son ensemble et nous organisons et soutenons également des actions locales et nationales. Donc la condition animale regroupe de nombreux sujets qui traversent tous les autres. On touche à l'éthique, évidemment, mais aussi à l'alimentation, à l'élevage, mais aussi au poids des lobbies, au droit, à la culture, avec des divertissements, alors avec des gros guillemets, comme la corrida, les spectacles exploitant les animaux. Ça touche aussi à l'éducation, aux vêtements que l'on porte, aux injustices sociales, comme pour les employés dans les abattoirs, par exemple. À la recherche scientifique avec l'expérimentation animale. Et on touche aussi, comme cette conférence va parfaitement l'illustrer, aux questions écologiques. Donc écologiques avec la préservation de la biodiversité, la déforestation, la production de gaz à effet de serre. Et il y a des questions sanitaires, donc comme la résistance aux antibiotiques, des maladies cardiovasculaires qui se développent énormément et des zoonoses, donc comme c'est le cas malheureusement avec la Covid-19. Alors nous avons proposé cette conférence car cette crise sanitaire aurait dû, à notre sens, agir comme un électrochoc et montrer le lien entre notre rapport aux animaux et la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Mais pourtant, l'écho médiatique reste très faible sur ce sujet et la prise de conscience au niveau de la population reste minime. Et les décisions politiques, donc c'est encore pire, sont vraiment inexistantes, en tout cas surtout chez les personnes qui sont au pouvoir actuellement. C'est pourquoi nous avons voulu porter cette réflexion ici, lors de ces amphis, avec vous et avec nos intervenants, en espérant que cela nous permette d'envisager un monde d'après qui puisse être plus sûr et plus juste pour toutes et tous. Alors, au cours de cette conférence, donc, nous allons d'abord vous projeter les deux vidéos donc, de Serge Morand et de Anja Hazekamp. Ensuite, on laissera la parole donc, aux intervenants qui sont ici présents à mes côtés. Et il restera quelques minutes pour un temps de questions-réponses et d'échanges avec la salle. Le temps risque d'être très très court puisque 5 intervenants, c'est quand même assez conséquent en 1h30. Donc on n'aura peut-être que quelques minutes. Donc je demanderai que les questions soient très courtes déjà, d'ores et déjà. Alors, pour notre premier invité, donc Serge Morand, je vous le présente rapidement. En fait, Serge Morand est écologue et biologiste de l'évolution. Il est directeur de recherche au CNRS et chercheur associé au CIRAD. Alors, Serge effectue actuellement un travail de recherche de terrain en Asie du Sud-Est. Il habite en Thaïlande, donc c'est pourquoi il ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Et nous allons quand même pouvoir bénéficier de son expertise sur ce sujet, puisque c'est vraiment un sujet qui le préoccupe et sur lequel il travaille au quotidien, puisqu'il travaille sur le lien entre la biodiversité, surtout bouleversée donc, par les changements globaux planétaires, et la santé des humains et des animaux. De plus, il s'intéresse particulièrement aux maladies infectieuses émergentes. Donc voilà, c'est un chercheur qui traite vraiment sur ce sujet complètement.
Donc je vous propose de l'écouter maintenant. Bonjour, c'est vraiment un vrai plaisir d'être avec vous. Je vous remercie énormément, et la France Insoumise, et tout particulièrement pour participer donc à cet échange sur la condition animale. Mes excuses pour ne pas être parmi vous. Je travaille en Asie du Sud-Est et ça va me permettre de pouvoir dire pourquoi. Parce que finalement, l'Asie du Sud-Est, et si on inclut l'Inde, le Bangladesh, le sud de la Chine et le sud du Japon, c'est la région du monde où vit la moitié de l'humanité. C'est aussi une région très riche en biodiversité. En Indonésie, c'est plus de 9000 espèces au minimum qui ont été décrites, connues en Indonésie. C'est aussi un lieu où la plus grande partie des animaux ont été domestiqués. Une grande diversité culturelle. Toujours pour l'Indonésie, c'est 722 langues qui sont connues, mais un grand danger pour toute cette diversité. Les taux d'extinction des animaux, c'est 18% au minimum en Indonésie. Les taux d'extinction des langues, c'est 20% pour l'Indonésie et ça va jusqu'à plus de 50% pour la Chine. C'est aussi un lieu d'augmentation des épidémies et des émergences. On pense à la grippe aviaire, mais aux autres grippes influenza, grippe aviaire, grippe porcine, du SARS-CoV, le premier, du Nipah, et maintenant du SARS-CoV-2 à l'origine de la pandémie de Covid-19. Quand on regarde à la fois cette baisse de la diversité biologique, on va le reprendre aussi, cette augmentation de la quantité d'animaux domestiques, c'est pour dire que vraiment, nous avons un problème avec les animaux. L'émergence de nouveaux virus, ils proviennent pour certains de la faune sauvage, spécialement des chauves-souris, mais pas que, aussi des primates. On a l'exemple d'Ebola. D'Ebola, c'est principalement la déforestation, mais aussi la demande de consommation de faune sauvage, pas tellement pour les marchés locaux, pas tellement pour les besoins de protéines animales des populations locales, mais essentiellement pour les marchés nationaux et internationaux de demande de faune sauvage. Mais le premier SARS-CoV, ça a été déjà le cas, puisque maintenant, on sait très bien que ce virus a été retrouvé, a été sur des civettes dans des marchés de faune sauvage en Chine, dans le sud de la Chine. Et là, on sait aussi que ces civettes, finalement, elles n'ont pas été forcément passées directement pris de la nature, mais ont été mis dans des nouveaux élevages de faune sauvage. Donc c'est un peu ce lien avec cette faune sauvage, augmentation du trafic, mais aussi augmentation des nouveaux élevages. En Chine, pratiquement tout type de faune sauvage est mis en élevage. Civettes, pangolins, rongeurs divers, des ongulés sauvages. Tout ça est mis évidemment dans des conditions qui ne sont pas forcément les meilleures pour ces animaux et pour leur sécurité et pour notre sécurité sanitaire. Pourquoi aussi? Pour finalement augmenter la demande en protéines et la demande aussi pour ces animaux, mais aussi pour finalement donner des ressources supplémentaires pour les fermiers, les éleveurs locaux. Donc finalement, ça nous pose aussi la question du rôle de l'animal d'élevage. Premièrement, on doit reconnaître que l'émergence de la majorité de nos maladies zoonotiques, à l'origine, sont liées à la domestication. C'est le cas de la rougeole, des oreillons, c'est aussi le cas de la rage, qui est un virus qui circule chez des chauves-souris, mais dont c'est le chien qui, en fait, assure l'essentiel de la transmission aux humains. Et ce nombre d'animaux domestiques n'a fait que croître sur la planète. Je vous donne quelques chiffres donnés par la FAO. En 1960, il y avait moins d'1 milliard de bovins sur la Terre. En 2016, ils sont 1,6 milliard, proche d'1,7 milliard. Les cochons, 500 millions en 1960, 1,5 milliard en 2016, augmentation de 300%. Les poulets, un peu moins de 5 milliards en 1960,
Ils sont plus de 22 milliards en 2016. Et on ne prend pas en compte les poules pondeuses. Si on regarde le poids total des bovins, il est supérieur au poids total des humains sur cette planète. Nous sommes sur un monde dominé par le bétail, mais aussi dominé par les poulets. Le nombre total de poulets est supérieur à celui de tous les autres oiseaux. Et en fait, ça fait dire à certains que les archéologues du futur, quand ils feront des fouilles, ils trouveront quoi? Que des os de poulet. L'impact environnemental de l'élevage et de cet élevage de plus en plus important est considérable, car il faut de plus en plus de production végétale pour les nourrir et donc d'hectares pour nourrir tous ces animaux. On déforeste en Amazonie pour nourrir le bétail, pas simplement que localement, pour nourrir aussi le bétail en Europe ou dans d'autres parties du monde. On modifie les agricultures traditionnelles pour produire intensivement du maïs, par exemple en Asie du Sud-Est, pas pour nourrir les gens, ils ne mangent pas de polenta, mais pour nourrir les cochons et notamment dans les fermes de plus en plus importantes d'Asie et notamment de Chine. L'impact sanitaire de ces animaux d'élevage de rente est considérable. Donc, que l'on pense, et on y reviendra, à la grippe porcine nord-américaine, pandémique de 2008, qui est sortie d'un méga élevage nord-américain, soi-disant finalement un élevage de grande biosécurité, mais qui n'a pas empêché finalement cette transmission s'effectuer entre porcs dans ces élevages concentrationnaires humains pour finalement se répandre sur toute la planète. Chance, ce virus n'a pas occasionné de mortalité importante au sein de la population humaine. Mais aussi impact environnemental, parce qu'il faut utiliser de nombreux biocides pour la production végétale, sans compter la pratique d'OGM, donc pesticides, insecticides, qui sont répandus en force sur ces habitats pour nourrir les animaux, et aussi des biocides pour les animaux, comme les antibiotiques. Tout ça fait que finalement, on sélectionne en même temps des bactéries, notamment multirésistantes aux antibiotiques. L'augmentation des zoonoses est directement liée à l'augmentation des animaux d'élevage. C'est clair, le patron est clair, on en est assuré. Et en même temps, ces animaux d'élevage sont les principaux contributeurs de la perte de biodiversité sur l'ensemble de la planète et aussi de la déforestation avec notamment les plantations industrielles, qui peuvent être aussi favorisées par d'autres plantations industrielles comme le palmier à l'huile, où on a pu aussi démontrer clairement l'augmentation finalement des zoonoses, mais aussi des maladies transmises par les moustiques avec l'augmentation des plantations industrielles de palmier à huile. Prenons l'exemple du virus Nipah qui a émergé en Malaisie, en Asie du Sud-Est, donc en 1998. À l'époque, des élevages de cochons, entre parenthèses, dans un pays qui ne mange pas vraiment de cochons, puisque la majorité de la population malaisienne est musulmane, ils sont en fait une petite minorité relativement importante, chinoise, mais essentiellement ces cochons étaient pour le marché international. Les cochons commencent à mourir de façon un peu dramatique, les gens commencent à mourir au contact de ces cochons, les personnels des abattoirs à Singapour commencent aussi à mourir en fonction finalement de cochons qui sont importés en Singapour. On arrête tout, on met tout en quarantaine, on abat 1 million de cochons. Au final, on gère cette crise et on a 105 personnes décédées sur 265 infectés. 50% de taux de mortalité, un peu moins, de 50% de taux de mortalité très élevé, mais heureusement, une réaction relativement rapide. Et en fait, cette réaction, il faut bien la voir, c'est une réaction biopolitique, c'est une réaction de gestion de crise. Et on en reviendra. Et quelle est l'origine, finalement, de ce virus Nipah? C'est aussi un virus de chauve-souris. Chauve-souris, grande souris frugivore, qui ont l'habitude de vivre en forêt, de se nourrir sur des fruits en forêt, mais qui finalement se retrouvent en déforestation, ces forêts, pour faire du palmier à huile, plus des feux de forêt pour alimenter encore plus la déforestation, entretenus par un climat
très chaud à l'époque, El Niño, dû au changement climatique. Ces chauves-souris, avec les feux, avec la perte de nourriture, se déplacent, c'est des très bons voiliers. Trouvent quoi finalement? Trouvent des vergers qui sont au-dessus de ces élevages semi-industriels de cochons. Ils contaminent les cochons ou les fruits des cochons, donc finalement avec ces virus qui passent aux cochons, qui passent aux humains. Donc finalement, on s'aperçoit une rencontre improbable entre une chauve-souris et un cochon dans un pays qui ne mange pas de cochon. Pourquoi? Parce qu'il y a une déforestation pour faire du palmier à huile pour le marché international, et d'un autre côté, on fait du cochon pour le marché international également. Et ça, finalement, on ne discute pas aussi de la conséquence des mesures finalement qui sont prises. La crise sanitaire, comme toute crise sanitaire, comme la Covid-19, fait on met en place des solutions de crise. C'est la réponse biopolitique. Le problème, c'est que souvent, ces solutions de crise deviennent la panacée et deviennent le futur. Qu'est-ce qu'on fait généralement? Eh bien, on fait un confinement, un abattage, une quarantaine, une surveillance, mise en place de surveillance, mise en place de la biosécurité. Pratiquement, ce qui est en train de se passer avec le Covid-19, on évite la quarantaine. Quand on voit finalement l'impact humain et injuste finalement de cette maladie en fonction des inégalités, on peut se poser la question s'il n'y a pas finalement d'abattage dans le cadre de cette crise due au Covid-19. Mais qui profite d'une crise sanitaire? Reprenons encore cet exemple-là de Singapour. Finalement, ça permet la reconfiguration de l'élevage parce qu'on va demander que l'élevage doit pouvoir répondre à des critères de biosécurité. Qui peut investir dans la biosécurité? Uniquement l'industriel. Donc on va favoriser l'industrialisation, seule à même de répondre à cette logique biosécuritaire. On va favoriser les races industrielles, seule à même de survivre dans la méga-ferme, au détriment des races locales. Tout ça, en fait, on va favoriser encore avec ces races industrielles leur concentration, leur homogénéité génétique, leur susceptibilité aux infections. On crée finalement les réacteurs pour la sélection de nouveaux pathogènes. Pensons au virus H1N1 de la grippe porcine, pensons aux résistances aux antibiotiques. Et tout ça, finalement, au détriment de la ferme familiale, c'est-à-dire avec aussi la perte de la diversité locale, des races locales. Il faut savoir que sur 7600 races, à peu près, qui ont été décrites, de races animales qui ont été décrites sur la planète, 30% des races de cochons et 37% des races de poulets sont en danger d'extinction. Finalement, comme la diversité culturelle, comme la diversité biologique. Agriculture et élevage industriel sont aussi les contributeurs majeurs des gaz à effet de serre. Donc il nous faut réfléchir à cette place de l'agriculture et industrielle. Donc on fait quoi? Premièrement, il faut revégétaliser notre alimentation. Moins de protéines animales et plus de protéines végétales. Deuxièmement, il faut relocaliser les agricultures et les élevages, c'est-à-dire finalement sortir l'agriculture et l'élevage des traités de libre-échange. Mettre l'agriculteur et l'éleveur au centre du développement des territoires, c'est-à-dire favoriser l'agroécologie. C'est-à-dire aussi favoriser et vraiment inciter l'agriculture et l'élevage familial et non pas les industries, non pas les fermes industrielles. C'est ce qui est demandé par la Confédération paysanne ou le MODEF en France. Ça veut dire réformer la PAC agricole européenne pour financer non la production qui va concurrencer les productions locales sur les marchés internationaux, mais les agriculteurs pour les services qu'ils rendent, pour les environnements, mais aussi finalement pour notre santé. Tout le monde y gagnera. Les éleveurs et les fermiers d'ici, mais aussi d'ailleurs, les animaux sauvages, les animaux domestiques et leur santé, l'environnement et les consommateurs, sachant finalement que c'est notre santé et notre bien-être qui est en jeu. Tout ça, ça nous fait réfléchir finalement à un terme que je nomme de social écologie. Qu'est-ce que ça veut dire la social écologie? Finalement, c'est remettre le lien entre l'économie humaine et l'économie écologique. Rendre les deux en coviabilité, ensemble. C'est-à-dire développer des approches locales, mais
dans un cadre politique qui va favoriser la démocratie et le développement humain. Je vous remercie. Bonjour, c'est un... Alors on remercie donc chaleureusement Serge Morand donc à distance pour cet exposé. Nous allons pouvoir compléter celui-ci avec celui d'Anja Hazekamp. Alors Anja Hazekamp est députée européenne donc pour le parti animaliste néerlandais. Elle est membre du groupe GUE-NGL dans lequel siègent nos députés France Insoumise. Et elle est présidente au niveau du Parlement européen de l'intergroupe pour le bien-être et la production des animaux. Elle est également membre d'une commission d'enquête sur les transports d'animaux vivants, dont fait partie Manuel Bompard également. Voilà, elle a, à travers ce groupe aussi, enfin alors l'intergroupe, elle a travaillé et organisé pendant le confinement sur plusieurs sessions de travail avec des spécialistes de tous bords, donc sur le lien qui existe entre la crise sanitaire et notre rapport avec les animaux, et sur les enseignements que l'on peut en tirer. Voilà, donc je vous propose de l'écouter. Good afternoon, everyone. My name is Anja Hazekamp. I'm a member of the European Parliament for the Dutch Party for the Animals. The Dutch Party for the Animals was the first political party in the world that doesn't focus on the short-term interests of humans, but on the entire planet and all of her inhabitants instead. In the European Parliament, I'm Vice Chair of the Environment Committee, and I'm a member of the Agriculture Committee and the Fisheries Committee. I'm also the President of the Animal Welfare Intergroup. And I would like to thank La France Insoumise for organizing this important summer school. The title of this event, World After COVID-19, and Should We Change the Way We Treat Animals? And the answer is yes. Yes, this pandemic and the previous epidemics too have shown us that the main issue is the way we treat and consume and produce animals. It is high time that we reconsider the way that we treat animals in Europe and the rest of the world. And the COVID-19 crisis is the perfect moment to do so. COVID-19 has shown us how vulnerable we are. We consume way more than our planet provides. We travel a lot. We fly all over the world. We are highly dependent on long and complex production chains. Products are transported all over the world, and all of this leads to a rapid and global spreading of viruses. But let's first go back to the origin of the SARS coronavirus. It is a zoonotic virus, able to jump from non-human animals to humans, and vice versa. Just like SARS virus in 2003, originating from civet cats, or the MERS virus in 2012, originating from camels, or Ebola, HIV, Mexican swine flu, etc., etc. The SARS coronavirus 2 is found in bats in China and was probably transmitted to pangolins. These bats and pangolins, they were kept together on the so-called wet markets in Wuhan, and where different species of wildlife are sold, and they are sold alive for human consumption. The coronavirus could jump from bats to pangolins and to humans after that. COVID-19 is not the first disease that was transmitted from animals to humans, and it will surely not be the last. 3 in 4 new infectious diseases in humans derive from animals. And in fact, experts have stated that an estimated 600,000 to 800,000 unknown viral species capable of infecting humans are lurking in animals. The COVID-19 pandemic has shown us that the trade and consumption of wildlife, as well as the use of wildlife for traditional medicines, represent a serious risk for zoonotic diseases
in the world. And wildlife markets are threatening not only people's health, but also the conservation of many species worldwide. Live wild animals and bushmeat markets exist in Asia, in Africa, but also in European member states. This clearly indicates that the currently poorly regulated trade in wildlife may have serious consequences we can no longer ignore. European legislation should be adopted to effectively regulate the trade on wildlife, thereby protecting the health of citizens as well as the welfare of animals and the global biodiversity. The EU biodiversity strategy, currently under preparation, offers the perfect opportunity to take immediate action. Another major cause of the spread of zoonotic diseases like COVID is the intensive livestock farming. More than 7 billion animals are kept and slaughtered in the European Union every year. And billions of these farmed animals are kept in close proximity of each other. And they are kept in close proximity of humans as well. They are reservoirs, mixing vessels, and pathways for diseases that can be highly dangerous for animals and humans. Many particularly dangerous infectious human diseases originated in livestock. And this trend is likely to continue as agriculture further expands and intensifies. To this direct threat, we must add the indirect threat of antimicrobial resistance. However, we often see that the agricultural sector is very influential and the industry can continue with business as usual, despite the risks for animal health or human health. And I want to give you a few examples. In the Netherlands, the threats of livestock farming are imminent. We have a high population density and we have a highly intensive livestock sector, which is the highest, with the highest density of animals in the world, leading to several serious zoonotic outbreaks in the past. And recently, many minks on fur farms are infected with COVID-19. Animals on 36 out of the 128 fur farms, mink farms, are already infected. And over 1.2 million animals have already been killed. The mink were infected by humans. And then the mink infected a cat and a dog. And after that, the virus was transferred from mink back to humans again. So it is safe to say that mink are a reservoir for COVID-19. And they are dangerous for public and animal health. Still, the fur farms are not closed yet. This is unacceptable. This is the perfect moment to do the inevitable and to end fur farming. And all over Europe, we see high infection rates in slaughterhouses. This is caused by the terrible situation of the workers in which they are working, housed and transported. This is combined with poor hygiene and a very high productivity. This is also unacceptable. Let's do the inevitable and lower the capacity of slaughterhouses. And a few weeks ago, I was in the port of Sète together with my colleague from La France Insoumise, Manuel Bompard, and we witnessed the loading of young bulls on ships to be transported to the Middle East and to North Africa, and where governments call on people to keep 6 feet distance, minimize traveling, work from home, the long distance transports of animals just continue. And every day, 4 million animals are transported in the EU. These animals suffer from extreme temperatures, dehydration, exhaustion, abuse, and these transports are also a risk for disease transmission. And this is unacceptable.
Let's do the inevitable and end long-distance transport of live animals. In times like crisis, we do not only need drastic measures to prevent the fast spreading of diseases, it is also of paramount importance that we prevent future outbreaks. COVID-19 has shown the world how vulnerable we are, and it has shown us what we need to change to prevent future pandemics. We need to restore biodiversity and stop climate change. We need to protect wildlife. We need to end intensive livestock farming. We need to change our behavior and our consumption patterns, including our diets. And we need to stop look at all these topics as if they were isolated issues. The corona crisis, the biodiversity crisis, the climate crisis, and the animal welfare crisis are intertwined. And the health crisis should be a wake-up call for people to rethink their relationship with nature and with animals. Climate change and the loss of habitats push animals to migrate and force them to live in close vicinity of humans. The trade in wildlife further destroys biodiversity. Intensive livestock farming has devastating effects on animal welfare, on the environment, on biodiversity, and contributes highly to climate change. Wildlife legend and chimpanzee expert Jane Goodall spoke a few months ago at an online conference about pandemics, wildlife, and intensive livestock farming. And she said, "We have brought this on ourselves. Our disrespect of wild animals and our disrespect of farmed animals has led to these environments where diseases can top over, cross the species barrier, spill over from animals to human beings, and inaction can lead to the end of our species on planet Earth. If we don't do things differently, we're finished." And I say, let's listen to her. We have a unique opportunity here. We must seize it. The European Parliament is now working on a new food strategy, the Farm to Fork strategy. And let's make sure that this strategy changes our food system into a sustainable, healthy food system. Food change should be more resilient, shorter, local, more plant-based, and nature-inclusive. And this will create long-lasting value for farmers and consumers alike, while protecting animal welfare and public health at the same time. Our current food system is broken. It's a ticking time bomb. Zoonotic diseases are a huge risk for all living beings on this planet. And pandemics such as COVID-19 has shown us that we must urgently reconsider the way in which we treat animals. Consumption of animals, not only wild animals, pose a huge risk. Intensive animal farming is one of the largest problems we have on this planet. The industry causes horrendous animal suffering. The meat industry is responsible for large-scale deforestation to produce feed. The meat industry is also one of the main contributors to the emission of greenhouse gases. A cheap, healthy, and easy way of tackling this is to decrease the consumption of meat. For instance, if everyone in the Netherlands would abstain from eating meat for 5 days a week, this would make the equivalent savings to 32 million return flights from Amsterdam to Nice. Our current food system is broken. It's a ticking time bomb, but we can fix it. Our knife and fork are the mightiest weapons to prevent future pandemics such as corona, and at the same time, fight climate change, restore biodiversity, end animal suffering, guarantee food for future generations, and preserve the planet for all living beings. Our current food system is broken. Let's fix it, and let's start today. Thank you.
Voilà, donc on peut remercier également Anya Hazekamp, donc on la remercie également à distance. Donc merci à elle et à Serge Morand pour l'envoi de leurs vidéos et leur participation malgré la situation actuelle, pour être quand même présents avec nous, même virtuellement. Alors nous allons passer maintenant aux intervenants qui sont présents physiquement dans la salle. Tout d'abord Brigitte Gauthier, donc à mes côtés, qui est la cofondatrice de l'association L214. Alors l'association L214, je pense qu'il n'y a plus vraiment besoin de la présenter puisqu'elle est assez connue quand même. En tout cas, c'est une association qui a largement participé à mettre en lumière la question animale dans le débat public, notamment par la réalisation de vidéos, et qui a bien montré donc les conditions de vie et également d'abattage des animaux d'élevage. Je sais qu'une enquête vient juste de sortir, mais peut-être qu'elle va nous en parler dans quelques instants. Et on souhaite également remercier Brigitte, puisque c'est la 3e année consécutive qu'elle est présente avec nous sur ces amphis de la France Insoumise. Donc voilà, c'est un peu la marraine de notre groupe. Donc on la remercie. Et simplement, donc sur L214, un tout petit autre chose. Donc il n'y a pas que des vidéos, évidemment, bon, peut-être tu vas en parler, mais c'est aussi des actions très complètes qui sont auprès de multinationales, auprès d'entreprises, auprès de restaurateurs pour la végétalisation aussi des produits et des menus, et également la gestion d'un site politique et animaux qui recense toutes les actions et les interventions des personnalités politiques et qui donc peut nous permettre de voir qui agit sur ce sujet ou non, et qui est aussi motivant, je pense, pour les politiques en tout cas, voilà, de voir ce qui s'y passe dessus. Voilà, donc je te laisse la parole. Merci pour l'invitation pour la 3e année consécutive. Vraiment. Très heureuse d'être parmi vous, même s'il fait chaud, même si on a les masques. Donc le sujet, c'est le monde d'après. Changer notre rapport aux animaux, point d'interrogation ou pas. Justement, pour nous, il n'y a absolument pas de point d'interrogation à mettre là-dessus. Aujourd'hui, en fait, on est encore sur le monde d'hier. En fait, je ne vais pas du tout parler de L214, je vais vraiment me concentrer sur le reste. Donc effectivement, L214, on râle, on dénonce, mais aussi on a plein d'autres choses à côté sur la végétalisation de l'alimentation, le regard sur la vie politique, l'éducation, on s'adresse aux entreprises, on s'adresse aux politiques, on s'adresse au grand public. C'est vraiment très complet, je vous invite à aller voir sur L214.com. Effectivement, on a sorti une enquête hier sur, je pense, le pire élevage qu'on a vu depuis les débuts de L214, qui a pas fermé. Ils ont juste fermé le bâtiment qui avait été montré. Ils ont juste déplacé les canards, puisque c'était un élevage de canards reproducteurs pour la filière foie gras. Et donc, on va avoir encore pas mal de travail autour de ce dossier, mais c'est en cours. Donc voilà. On va prendre un petit peu de recul par rapport à ça. À chaque fois, ça nous sert en fait à remettre le sujet sur la table, à ramener le débat public, à essayer d'avancer pas par pas très concrètement sur ce qu'on peut faire chaque jour. Donc voilà, partant de qu'est-ce que sera le monde d'après. En fait, aujourd'hui, on nous avait dit à la sortie de la crise Covid, dès qu'on va être déconfiné, ça va être le monde d'après. En fait, aujourd'hui, on est encore dans le monde d'avant, le monde d'hier. La souffrance animale est extrême. Pour rappeler quelques chiffres, Anya a parlé de 7 milliards d'animaux tués chaque année en Europe. La France prend largement sa part avec plus d'1 milliard d'animaux tués chaque année dans les abattoirs. Et si on fait une règle de 3, parce que les poissons et autres animaux aquatiques ne sont pas comptés en tant qu'individus, mais en tant que tonnes, en tant que ressources halieutiques, c'est environ 15 milliards de poissons et autres animaux marins qui sont dédiés chaque année à être tués pour alimenter le marché français. Alors non seulement on en tue un très grand nombre, mais en plus c'est des conditions d'élevage le plus souvent extrêmement difficiles pour les animaux, avec l'enfermement pour la majorité d'entre eux. On voit qu'il y a des chiffres qui bougent justement grâce à l'action des associations comme L214, et je peux le dire d'autant plus facilement que les personnes qui sont artisanes de ça sont dans cette pièce. On a des campagnes pour demander aux entreprises de bannir de leurs approvisionnements les pires conditions d'élevage, notamment pour les poules pondeuses et pour les poulets de chair. Et sur les poules pondeuses,
Sur le graphique, vous voyez, il y a 68% de poules en cage. Ça, c'était il y a encore quelques années. Quand on a commencé avec L214, elles étaient encore 80% à être dans les cages. Et aujourd'hui, elles sont encore malheureusement 47%, mais on voit que c'est un chiffre qui diminue. Et contrairement à ce que dit M. Gagneron de la FNSEA, ce n'est pas le travail des éleveurs là, mais bien l'action des ONG qui ont poussé les entreprises à renoncer aux œufs de batterie et du coup les professionnels à bouger là-dessus. Ça c'est clair. On a des chiffres surtout pour les animaux qui sont les plus petits, mais par exemple pour l'élevage bovin, on n'a pas de chiffres et l'élevage bovin est très divers en France. Mais on a quand même une croissance, on le voit avec les 1000 vaches, les 1000 veaux et encore récemment les veaux à Bisonne aussi où il y a un projet d'élevage qui ne laissera aucun accès à l'extérieur aux animaux. C'est donc du confinement, de la promiscuité, les stabilités sociales, elles ne sont absolument pas respectées par un très grand nombre d'animaux, des litières souillées, de la restriction d'espace. Et du coup, pour les animaux, ça provoque agression, stéréotypie, lésions des pattes, problèmes locomoteurs, maladies en tout genre. Voilà, donc ça par exemple, c'est des poules pondeuses dans ces cages qui ont été appelées au départ des cages bien-être. Vous pourrez apprécier les éléments de langage béton utilisés par les professionnels et les politiques qui souhaitent maintenir ce système. Il y a des mutilations aussi pour faire coexister un si grand nombre d'animaux ensemble. Évidemment, on va leur couper le bec, couper les griffes, castrer à vif, c'est pour le goût du consommateur. C'est pas tellement pour les faire vivre ensemble, mais les cornages, le débécage, etc. La génétique aussi et l'alimentation. La génétique, c'est pareil, par exemple pour ces canards qui sont utilisés pour le foie gras. Dans l'enquête qu'on a montrée hier, on était dans le bâtiment des canards reproducteurs mâles dont on prélève le sperme pour inséminer artificiellement des canes, sélectionnées elles aussi exprès pour produire des canards mulards qui sont des hybrides stériles qui n'existent même pas dans la nature. Pourquoi ? Parce que ces canards-là vont déclencher très rapidement une stéatose hépatique. C'est des canards qui ne migrent pas, qui sont même incapables de voler, et du coup qui vont déclencher très rapidement la stéatose hépatique. Mais pas les femelles. Les femelles, elles ont un poids qui est de moins bonne qualité d'après la filière. Elles sont généralement broyées ou gazées à la naissance. Donc voilà, la génétique, l'alimentation, elles vont être destinées à engraisser plus et plus vite, produire plus de petits, plus de lait, plus d'œufs. Et puis pour les truites par exemple, enfin voilà, ça c'est les poulets de chair par exemple, poulets de chair qui grossissent 4 fois plus vite qu'en 1950 avec des problèmes locomoteurs, des problèmes cardiaques, des problèmes respiratoires. Et c'est 83% des poulets qui sont élevés de cette façon-là. Les truites, c'est des truites triploïdes par exemple, donc voilà, là aussi un processus complètement industrialisé. On est bien loin du terroir, du patrimoine, de la tradition qu'on essaye de nous vendre en fait quand on nous vend les produits. Beaucoup de ces animaux passent à la poubelle, soit qui sont tués dans les élevages parce que trop chétifs, claquage contre un mur, sur le rebord d'un seau ou d'une cage, par procédure sanitaire en élevage. Quand vous avez par exemple une épidémie de grippe aviaire, tout le monde y passe. On a aussi vu, la première chose qu'on a vue, c'est par exemple la vache folle. Et puis vous avez les broyages ou gazages en couvoir, aussi bien pour les canetons femelles mulards pour la production de foie gras que pour les œufs. Et puis ça peut être simplement des animaux, des oiseaux en surnombre par exemple. Vous produisez des poulets dans votre couvoir, et puis il y a une commande qui est annulée. Voilà, poubelle. Ça concerne évidemment les cochons. Donc voilà, par exemple, conditions d'élevage d'une truie. Ça, c'est le broyage des canetons dans la filière foie gras. Et puis arrive pour tous en commun, que ce soit bio, pas bio, que ce soit label, pas label, les conditions d'abattage avec ou sans étourdissement, avec étourdissement, avec un pistolet à tige perforante, par exemple, qui est destiné à détruire une partie du cerveau pour faire tomber les animaux dans l'inconscience et l'insensibilité, par méthode électrique, provoquer soit une électrisation, soit une électrocution des animaux, de façon normalement à les rendre inconscients, mais il y a des études qui disent juste ça les immobilise, ça les tétanise. Les cochons, par exemple, avec le dioxyde de carbone, donc là on est sur une asphyxie qui, normalement, l'étourdissement, c'est destiné à atténuer les souffrances des animaux. Dans le cas du dioxyde de carbone, rien n'est moins sûr, puisque c'est un gaz aversif, et pendant plusieurs dizaines de secondes, les animaux se débattent violemment pour essayer d'échapper à leur sort. Et puis vous avez aussi les abattages sans étourdissement,
qui sont réalisés notamment pour les abattages rituels, halal ou kasher, mais aussi, il faut le souligner, pour certains poissons, notamment tous les poissons de la pêche, par exemple. Alors la science fait des progrès en éthologie, en sciences cognitives. Là, c'est 2017, l'INRA qui dit que les animaux, maintenant, peuvent être conscients, donc chez les espèces étudiées, notamment justement les espèces qui sont utilisées aujourd'hui comme ressources alimentaires pour les êtres humains. Et pour autant, ça n'a aucune conséquence, puisque, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais nous n'avons aucune avancée législative pour protéger davantage les animaux. Et quand je dis protéger davantage, je suis vraiment très gentille, parce qu'aujourd'hui, on ne protège pas les animaux dans les élevages. Voilà, on pose simplement des limites à ce qu'ils peuvent endurer. Je ne vais pas revenir sur les autres conséquences qui ne sont pas du coup des conséquences éthiques sur les animaux, mais sur tout un tas d'autres domaines. Les émissions de gaz à effet de serre, la déforestation, ils en ont parlé. La France est un des premiers importateurs de soja européen du Brésil, donc on y participe très activement. La pollution des eaux, avec les émissions d'ammoniac et de nitrate, le gaspillage de l'eau, aussi, puisqu'il faut davantage d'eau pour produire des protéines d'origine végétale que des protéines d'origine animale, l'emprise sur les terres, j'ai dit l'inverse, davantage pour les protéines animales que pour les protéines végétales, pardon. L'occupation des sols, là aussi, on serait gagnant à faire davantage de végétal. La santé personnelle, là, ça va être certains types de cancers, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires. Le reste, Serge Morand et Anja Hazelkamp en ont parlé assez largement. Juste pour revenir sur les chiffres, 60% des 1400 agents pathogènes humains sont d'origine animale, 75% des agents pathogènes émergents sont d'origine animale et 75% des maladies animales émergentes peuvent potentiellement nous contaminer. Et les alertes là-dessus, là maintenant on en parle parce qu'on vient de se prendre un coronavirus et on continue de le subir aujourd'hui, mais en 2007 déjà, l'American Journal of Public Health était direct au sujet des épizooties, trop de Z, tu les aides. Par conséquent, il est étonnant que de changer la façon dont les humains traitent les animaux, par exemple arrêter simplement de les manger ou au moins limiter strictement la quantité d'animaux qui sont mangés, ne soit absolument pas considéré comme une mesure de prévention d'intérêt. Voilà, et ça concerne les animaux d'élevage et les animaux sauvages. L'argent public est massivement donné aux élevages aujourd'hui, c'est 9 milliards, la PAC, et on a 90% des exploitations avec au moins une subvention, et vous avez les chiffres sous les yeux. Les éleveurs sont dans une situation pour le moins aussi catastrophique, alors qu'on n'a jamais autant mangé de viande. La situation des éleveurs n'a jamais été aussi pire non plus, et pour les animaux c'est pareil, notamment avec un fort endettement. La moyenne c'est 187 000 euros, ça atteint 430 000 euros de moyenne pour les éleveurs porcins, un taux de suicide dont on parle encore trop peu. Pareil pour les ouvriers d'abattoirs, avec des troubles musculo-squelettiques pour chacun, et 4 fois plus d'accidents du travail en moyenne que les autres professions. Zéro avancée concrète, je le disais, avec les rejets des amendements de la loi alimentation qui avaient pourtant été portés par plusieurs députés, dont des députés France Insoumise. Des éléments de langage où on nous dit que quand même le ministre de l'Agriculture, une de ses priorités ou sa priorité, c'est le bien-être animal. Comment ça se traduit dans les actes aujourd'hui? Zéro. On a des missions d'information, des groupes de travail, des concertations, tout ça c'est du blabla. On l'a vécu d'ailleurs avec Amandine sur une concertation sur les animaux détenus en captivité, les visons mais aussi les animaux pour les cirques, où on attend toujours les mesures qui nous ont été promises d'une certaine façon. Et puis on a aujourd'hui une présence forte des lobbies, mais qui est de plus en plus visible. Par exemple, pour aussi montrer l'équilibre des forces en présence, les budgets publicitaires d'un certain nombre d'organismes, dont Charal, Interbev c'est l'interprofession des éleveurs bovins, ça c'est leur budget de communication simplement par rapport au budget de L214 qui est aujourd'hui d'un total de 5 millions d'euros, et ces budgets sont destinés évidemment aux pubs, mais aussi à des interventions dans les écoles, à aller vers des professionnels de santé et vers les politiques. Ça, c'est ce qui est mis en place aujourd'hui par les interprofessions notamment, et par ceux qui ont intérêt à continuer de vendre leurs produits. Donc on est tout rikiki par rapport à ça. Se projeter dans le monde d'après, cette citation de Claude Lévi-Strauss,
Un jour viendra où l'idée que, pour se nourrir, les hommes du passé élevaient et massacraient des êtres vivants et exposaient complaisamment leur chair en lambeaux dans des vitrines inspirera sans doute la même répulsion qu'aux voyageurs du XVIe ou XVIIe siècle, les repas cannibales des sauvages américains, océaniens ou africains. Voilà, donc Claude Lévi-Strauss, 1996, ça date pas d'hier. Hein, je vous rappelle aussi que Pythagore, entre deux triangles rectangles, questionnait déjà la légitimité de consommer des animaux pour se nourrir et lui-même s'en abstenait. Donc réfléchir au futur, imaginer, Florence Burgat disait, c'est l'imagination qui nous manque le plus, justement pour nous projeter dans un monde où on ne considère plus les animaux comme de la nourriture à notre disposition, se projeter dans une société multi-espèces où on considère leurs intérêts, une société bienveillante, une société qui tente d'être le plus juste possible dans le respect des intérêts de chacun. Donc là, il y a déjà des réflexions qui sont engagées. Alors il n'y a pas une vision arrêtée de ce futur, au contraire c'est une société à co-construire avec l'ensemble des parties prenantes, y compris celles qui vivent aujourd'hui de l'exploitation des animaux. Donc nos souhaits là-dessus, c'est justement la bienveillance, mais étendue aussi aux autres animaux, l'équité, la justice, la coopération, et voir comment on peut réussir à construire une société différente de celle d'aujourd'hui, mais pas si différente de ça. On continue de cohabiter avec les animaux, mais sans les considérer simplement comme des ressources à notre disposition. Et donc, y a des livres qui se sont penchés sur cette question, dont Zoopolis et puis Antispéciste de Émeric Caron. Jusqu'où on peut aller dans cette coopération avec les animaux? Est-ce que vraiment on peut arrêter de les manger? Alors en France, si on regarde les recommandations officielles, probablement pas, ou à nos risques et périls, mais enfin dans d'autres pays, c'est tout à fait possible. Donc ça laisse beaucoup d'espoir pour la France. Et il y a des scénarios aujourd'hui qui se dessinent sur la réduction. Est-ce que si on arrête d'élever et de consommer des animaux, on s'en sort plus ou moins bien? Eh bien, en fait, on réduirait la souffrance et la mort provoquée, on réduirait les surfaces nécessaires pour l'élevage, puisque aujourd'hui, effectivement, il faut faire pousser céréales et légumineuses pour la plupart des animaux, on récupérait 76% des surfaces. Moins d'acidification des sols, moins d'émissions de gaz à effet de serre, moins d'eutrophisation, et les retraits d'eau douce en moins aussi. Voilà, donc ça c'est une étude de 2018 qui a été publiée dans Science. Et puis avant-hier, le temps passe si vite, hier, je crois, avant-hier, une tribune dans Le Monde qui nous rappelle qu'une alimentation végétale aurait 3 fois, diviserait par 3 l'impact climatique. Et ça concernerait 97% des pays étudiés. Évidemment, la France en fait partie. Et puis, pour la France, un régime végétalien bien équilibré aurait un impact positif drastique sur les maladies liées à l'alimentation, évitant 22% de morts prématurées et réduisant de 91% l'impact climatique lié à l'alimentation en France. Bref, résumons, urgence éthique, aussi bien vis-à-vis des animaux, mais aussi vis-à-vis des êtres humains, urgence écologique, urgence sanitaire. Voilà. Et donc, il faut agir maintenant pour le monde d'après. Est-ce qu'on est prêt? Oui, on est prêt. 89% jugent la cause animale importante et 89% pensent qu'il faut manger moins de viande. Et ça, c'est même un sondage qui a été commandé par la filière bovine elle-même. Donc, franchement, on ne peut pas accuser de biais. On peut s'y mettre dès à présent en faisant reculer la cruauté sur certaines conditions d'élevage. On peut simplement arrêter, diminuer le nombre de victimes, qu'elles soient des animaux humains ou non humains, végétaliser l'alimentation, nourrir le débat sur la place accordée aux animaux et puis imaginer ensemble les chemins pour parvenir à cette société multi-espèces apaisée. Des mesures très concrètes, élevage, transport, interdire l'élevage en cage, l'élevage intensif, défini comme un élevage sans aucun accès à l'extérieur pour les animaux, des choses comme la castration à vif, les mutilations, que ce soit codectomie, écornage, débécage, interdire les souches génétiques aujourd'hui pourtant massivement utilisées qui génèrent
de fait du mal-être, interdire les transports d'animaux de plus de 8 heures, interdire le transport des animaux non sevrés, le transport et l'abattage des animaux gestants. Tout ça, c'est des mesures de bon sens qui rallient l'opinion publique assez massivement. Je vous renvoie sur Politique et animaux dans la section opinion publique. En abattoir, la surveillance continue des postes où les animaux sont encore vivants. Ça, c'est des mesures vraiment immédiates, concrètes qu'on peut mettre en place maintenant parce que je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Le contrôle vidéo de façon effective, les rapports publics de ces contrôles qui doivent être publiés. L'abattage sans étourdissement doit être interdit, l'abattage au dioxyde de carbone pour les cochons, la suspension des oiseaux avant étourdissement, le broyage des poussins des canetons, le droit de visite inopiné pour les parlementaires dans les élevages, transports, abattoirs, tous les lieux où sont encore malheureusement aujourd'hui utilisés les animaux. Et puis, autre mesure très concrète, c'est changer notre alimentation en introduisant les alternatives végétariennes ou mieux végétaliennes quotidiennes dans la restauration collective, qu'elle soit publique ou privée. L'introduction des menus végétariens ou encore mieux végétaliens 2 fois par semaine, c'est des objectifs qui sont portés par les associations qui défendent les animaux, mais aussi par les associations qui se battent sur les questions environnementales comme Greenpeace. Et puis l'information du public et la commande publique. Information du public, aujourd'hui on a des messages publics qui nous disent « Oh là là, prenez des douches à la place de prendre des bains ». S'il vous plaît, prenez votre vélo à la place de votre voiture. Pourquoi on ne nous dit pas aussi de favoriser les repas plutôt végétaux plutôt que les repas à base de produits d'origine animale? Et puis, dans la commande publique, on peut aussi prendre en compte les conditions d'élevage et d'abattage dans les cahiers des charges des commandes publiques. C'est ce qu'on a porté pour les municipales. Et on a plus de 300 candidats qui ont signé notre charte « Une ville pour les animaux ». Et aujourd'hui, ça représente 55 maires élus, si je ne me trompe pas, qui ont signé notre charte. Et dans pas mal de villes aujourd'hui, alors 55 maires dans les villes de plus de 50 000 habitants. Et aujourd'hui, beaucoup de villes ont nommé des élus à la condition animale et on peut s'en réjouir en espérant justement des mesures concrètes. Et puis très récemment, le référendum d'initiative partagée, qui est d'ailleurs soutenu par la France Insoumise, avec des mesures là aussi très concrètes, très consensuelles, avec des objectifs chiffrés, des dates butoirs qui sont aujourd'hui réalistes, de façon à faire reculer toute cette souffrance animale et pouvoir avancer sur l'ensemble de ces questions. Et donc des mesures qui vont plus loin que les questions qui concernent les animaux qui sont élevés pour la consommation alimentaire, puisque L214 on est focalisé là-dessus, mais on a aussi des questions sur la fourrure, la chasse à courre, la vénerie sous terre, etc. Et on voit justement la levier de bouclier, notamment des chasseurs qui mettent une énergie assez folle à essayer d'interdire ce référendum qui finalement est une consultation publique autour de ces questions-là. C'est une question de démocratie. Donc aujourd'hui, il y a plus de 550 000 personnes qui se sont inscrites sur le site référendumpourlesanimaux.fr et plus de 130 députés aujourd'hui qui se sont engagés à déposer cette proposition de loi référendaire afin qu'elle puisse être soumise à nous toutes et tous en fait. Et puis pour montrer que la question animale, c'est une question aujourd'hui et ça va être un enjeu pour 2022, la une du Monde d'hier, d'avant-hier, vraiment je m'y perds dans les jours, mais clairement aujourd'hui la question animale est un enjeu identifié au niveau politique et justement au niveau politique on peut agir à tous les échelons, que ce soit l'échelon local, national, européen et justement on le voit à travers l'engagement de vos députés aujourd'hui. Il faut continuer de le faire toujours plus fort, d'être plus affirmé, de ne pas reculer justement devant les lobbies de l'élevage, le lobby de la viande, le lobby des chasseurs, oser affirmer que oui, la question animale, elle compte et qu'en plus on voit qu'elle est à l'intersection d'autres problématiques qui nous touchent aussi les uns et les autres très directement. Donc voilà, ne lâchons pas le morceau, on peut avancer très concrètement jusqu'à ce qu'on laisse les animaux en paix et qu'on arrive à cohabiter avec eux de façon intelligente et pacifique. Merci.
Merci Brigitte. Alors on va passer à Amandine, donc Amandine Sanvicens, qui est donc la cofondatrice et présidente de l'association Paris Animaux Zoopolis, association donc qui a été créée, alors si je me trompe tu me dis, mais en 2015 à partir d'un collectif qui luttait contre les cirques avec animaux sauvages. C'est ça, et donc ça fait partie notamment des actions sur lesquelles la France Insoumise travaille aussi en collaboration avec Paris Animaux Zoopolis, notamment avec Danielle Simonet, qui est conseillère municipale à Paris, et qui travaille pas mal avec Amandine sur ce sujet, qui a aussi travaillé ensemble sur l'interdiction de la pêche dans la Seine, avec le même succès que pour les cirques pour l'instant, mais en tout cas, voilà, elle collabore pas mal sur ces sujets. Et donc Paris Animaux Zoopolis s'intéresse particulièrement donc aux animaux qui vivent ou qui passent dans les villes. Donc c'est un échelon beaucoup plus local, puisqu'on a vu avec les interventions précédentes plus au niveau mondial, européen, national, etc. Et donc là voilà, on peut se centraliser un petit peu plus sur le niveau local à l'échelle de la ville et de la commune. Voilà, donc je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup déjà pour l'invitation. Alors moi j'ai choisi de répondre à la question au pied de la lettre. Donc je vais passer vraiment sur la partie diagnostic, constat, puisque d'ailleurs ça a été très bien évoqué par les 3 interventions avant moi. Et d'abord je voudrais souligner que je suis très heureuse que déjà la question n'est plus pourquoi changer notre rapport aux animaux, mais comment. Donc ça veut dire que vraiment il y a une prise de conscience et que finalement on a compris que là aujourd'hui il y avait une situation qui est profondément injuste et révoltante et qu'on doit la changer. Donc c'est très révélateur d'une prise de conscience. Et après, j'appelle de mes voeux qu'aux prochains amphis, ce type de conversation se trouve dans la salle à côté, à l'amphithéâtre Louise Michel, où en plus Louise Michel était très engagée pour la condition animale. Et d'ailleurs, elle a été citée de nombreuses fois au Conseil de Paris par Danielle Simonet. Et ça montrerait aussi la place très importante de la condition animale. Pareil que Brigitte, moi je vais pas forcément parler de notre association, mais en quelques mots. Donc en effet, au début, donc on a créé un collectif Paris sans captivité animale en 2015, qui s'est donc transformé en association en 2017, donc Paris Animaux Zoopolis. Nous défendons les intérêts des animaux, donc leurs intérêts fondamentaux, ne pas être tués, ne pas être torturés, ne pas être emprisonnés. Notre campagne la plus connue, en effet, concerne donc les cirques avec animaux. On a participé aux travaux ministériels concernant donc les animaux sauvages dans les cirques, qui sont déroulés donc il y a plus d'1 an. Le gouvernement nous avait promis des mesures très fortes. Plus d'1 an après, on les attend toujours. Donc c'est totalement révoltant. On a eu 3 ministres différents de la transition écologique sur ce même dossier. À chaque fois, on doit répéter à zéro la question. Donc en effet, ce que disait Brigitte tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, rien n'avance sur la condition animale. Il y a des discours de circonstance, il y a une prise de conscience massive, une opinion publique qui partage le constat, et pourtant il y a un blocage. Donc je vais essayer de donner des éléments pour arriver à débloquer la situation. Et d'abord dire avec modestie qu'il n'y a pas bien sûr de baguette magique et de solution miracle, autrement on n'en serait pas là aujourd'hui. Et que bien sûr aujourd'hui les stratégies sont complémentaires aussi bien entre les associations, avec les partis, avec les personnalités qui se saisissent aussi de la question. Donc d'abord le premier point qui me paraît être fondamental, c'est de réaliser, de connaître, de prendre conscience des obstacles qui sont devant nous. Donc là aussi, Brigitte en a parlé, donc on a des lobbies qui sont extrêmement puissants, avec des ressources financières très fortes, que nous, associations, nous sommes très très loin d'avoir. Mais en effet, on a notre avantage, c'est que nous, on a l'imagination et on a la force de conviction. Oui, c'est bon. Voilà, et que nous, on défend l'intérêt général, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas de souffrance animale due à nos pratiques. Ensuite, un autre obstacle qu'on a, c'est que nous, contrairement au lobby, on souhaite un changement profond, je dirais radical, c'est-à-dire aux racines, et on veut un nouveau système. Donc on est dans une construction d'un nouveau système, de nouvelles sociétés, alors que les lobbies, eux, ils sont dans le fait de tout faire pour que rien ne change. Donc c'est pas du tout la même chose, puisqu'en effet, nous, on doit se poser des questions et on doit anticiper et on doit y réfléchir.
Et je voudrais donc d'ailleurs citer Axel Playust-Bor qui a écrit plusieurs ouvrages, et donc dans la revue L'Amorce, elle écrit cette phrase: « Changer le monde ne s'exige pas, ça ne s'invente pas non plus, ça s'organise. Il faut rassembler des informations, planifier, faire preuve d'un sens aigu des réalités et des possibilités de changement. » Voilà. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir conscience de cela, qu'il faut vraiment qu'on s'organise, et aussi avoir conscience bien sûr de nos forces, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les études d'opinion sont largement majoritaires sur les revendications que le mouvement animaliste porte, que ce soit sur l'élevage intensif, mais que ce soit aussi sur les spectacles avec animaux sauvages. Notre association a commandé une étude d'opinion IFOP en 2020 uniquement sur la ville de Paris, sur des revendications totalement, j'ose le mot, révolutionnaires, où on parle par exemple de l'interdiction de la pêche de loisirs, qui est pour le moment un sujet qui est peu porté, où on parle du fait que les rats sont empoisonnés à Paris, et on voit qu'on dépasse chaque fois plus de 60% de la population parisienne qui veut de vrais changements sur ce type de pratiques, alors qu'encore une fois, ce sont des pratiques qui sont pour le moment peu remises en question. Donc on voit qu'on a une opinion publique qui est largement de notre côté, et ça c'est important de le dire. Et puis aussi on a les faits, j'ai envie de dire, qui sont de notre côté, les études scientifiques qui montrent que les animaux souffrent, qui montrent qu'on peut vivre très bien avec une alimentation végétale. Voilà. Alors ensuite, un point qui me paraît être essentiel et que souvent on peut oublier quand on est face à des pratiques particulièrement cruelles, c'est que pour nous c'est vraiment très important qu'on arrive à faire des propositions. Alors des propositions que ce soit en termes de calendrier, donc notre association par exemple dans le cadre des travaux ministériels au ministère de l'écologie, donc on a donné un rapport avec un calendrier pour en finir avec l'asservissement des animaux dans les cirques. Alors sachant que bien sûr il y a des limites, parce que nous on essaye de faire des propositions les plus précises possibles, les plus détaillées, et en même temps on n'a quasiment aucune information, puisqu'on a un gouvernement aujourd'hui qui est incapable de nous dire combien il y a d'animaux dans les cirques emprisonnés, combien il y a de cirques avec animaux en France, alors même qu'on fait des travaux ministériels. Donc c'est juste aberrant. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est important quand même de faire des propositions les plus détaillées possibles, en ayant conscience de ses limites, mais il faut quand même qu'on se pose la question, voilà, de pas juste dire on veut interdire point final. Donc nous par exemple sur la question des cirques, on a proposé donc un calendrier d'ici 6 ans, une interdiction totale des animaux dans les cirques, avec un calendrier à mi-chemin sur 2-3 ans, que les animaux herbivores les plus facilement plaçables dans des refuges adaptés, qu'il y ait une interdiction sur ces animaux-là. Et puis on souhaite évidemment que les circassiens aient des formations professionnelles gratuites payées par le gouvernement, donc soit de reconversion, soit sur des numéros sans animaux. Mais voilà, on essaye d'avoir une réflexion globale, y compris avec les autres parties prenantes. Alors notre association Paris Animaux Zoopolis, donc le titre en fait est inspiré donc de l'ouvrage Zoopolis, une théorie politique des droits des animaux, donc qui a été écrit par 2 philosophes, Donaldson et Will Klimenka, donc qui sont canadiens. Donc c'est un ouvrage qui est un ouvrage majeur sur les droits des animaux, puisque il jette les bases, en fait, les fondations de ce que pourrait être une société multi-espèces équitable, c'est-à-dire une société post-abattoir, une société où on n'exploiterait plus les animaux, que ce soit pour l'alimentation, pour nous divertir, pour la recherche, et donc comment cohabiter avec ces animaux. Donc en résumé très très rapidement, mais je vous invite vraiment à le lire, je voudrais quand même dire qu'il y a des notions fondamentales et nouvelles qui sont apportées dans cet ouvrage. Donc il y a la notion de citoyenneté animale, où les animaux domestiques auraient donc une citoyenneté, ça veut dire qu'ils auraient des devoirs. Alors, enfin, ça c'est expliqué vraiment dans l'ouvrage, mais que par exemple, il y aurait des animaux qui seraient donc protégés en tant qu'animaux domestiques et qui, par exemple, en échange, pourraient faire des services. Donc ça, c'est des choses qui seraient vraiment à penser et à imaginer, mais en tout cas, ça jette les bases d'une telle réflexion. Et puis il y a aussi la dimension des animaux liminaires qui est nouvelle. Ce sont donc les animaux qui vivent à nos côtés dans les villes, donc qui sont ni sauvages ni domestiques, et qui souvent sont rejetés, qui souvent sont massacrés pour certains comme les rats, et qui sont méprisés. Et donc ces animaux liminaires qui sont dans les villes, souvent ils sont là parce qu'on a détruit leur habitat, souvent ils sont là parce que aussi ils ont un intérêt, donc avec la nourriture.
Et nous, on essaye vraiment, sur la ville de Paris, d'avoir une ville exemplaire avec les animaux liminaires. Aujourd'hui, on en est très très loin. Mais en tout cas, c'est des propositions qu'on essaye de faire sur différentes campagnes sur cette question-là. L'apport aussi de Zoopolis, il est vraiment important de se dire que si on veut une cohabitation pacifique avec les animaux, il faut aussi se poser la question du partage des territoires et du partage des ressources, parce que si les animaux, on veut qu'ils soient à nos côtés et qu'ils vivent, il faut bien évidemment qu'ils aient de la place. Et par exemple sur les animaux sauvages, voilà, aujourd'hui il y a entre la chasse et la destruction de leur habitat, il est vraiment important de se poser cette question-là. Et donc dans cet ouvrage, il est question du fait qu'ils aient un droit souverain sur leur habitat, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas détruire, polluer ou diminuer en fait leur habitat. Donc ça peut être aussi bien les habitats comme des lacs, les rivières pour les poissons, mais aussi bien sûr les forêts. Donc c'est vraiment un ouvrage que je vous conseille de lire parce que c'est vraiment important de se dire que c'est dès aujourd'hui qu'il faut qu'on commence à réfléchir à l'après et à comment on ferait, voilà, et à jeter comme ça des idées et des pistes. Ensuite, ce qui paraît vraiment important si on veut arriver à changer notre relation avec les animaux, c'est donc d'occuper le terrain des idées. Donc ça se fait de manière diverse et variée. Nous, en tant qu'association, quand on essaye de soulever des questions qui jusqu'à présent étaient complètement passées sous silence. Donc par exemple, on a enquêté sur la question de la pêche de loisirs. Donc on parle souvent de la chasse et on ne parle pas assez de la pêche de loisirs qui a une image encore aujourd'hui très... consensuelle, parce que voilà, les poissons ne crient pas, parce qu'il n'y a pas d'armes à feu. Et pourtant, rappelons-le que la pêche de loisirs, en fait, ça consiste à piéger des animaux avec donc des leurres, avec des hameçons, à les extraire brutalement de leur milieu, à les blesser bien sûr, et puis donc soit à les tuer, soit à les relâcher juste pour faire une photo. Donc c'est important aussi de remettre en question toutes ces pratiques qui jusqu'à présent en fait on ne s'interrogeait pas du tout dessus, mais pourtant aujourd'hui on sait que les poissons souffrent, et donc dans ce cadre nous on demande l'interdiction de la pêche à Paris parce qu'il est interdit de les manger, donc on est vraiment sur une pratique de loisir clairement. Et puis aussi en France il est toujours légal de pratiquer la pêche au vif, qui est la pire pratique de pêche en fait, qui consiste à utiliser un poisson vivant comme appât, donc c'est-à-dire que vous plantez un hameçon dans un poisson vivant qui continue à être vivant, et donc en attendant qu'un autre poisson le mange. Et donc ça c'est une pratique qui peut durer des jours. Le poisson qui sert d'appât peut être conservé dans un aquarium pendant plusieurs jours, etc. Donc c'est vraiment cruel. Il n'y a aucune réglementation sur la question de la souffrance des poissons, que ce soit en loisir ou en élevage ou en pêche professionnelle. Donc là aussi c'est vraiment important de s'intéresser à cette question-là et de ne pas oublier les animaux aquatiques. Ensuite, notre rôle, enfin, je dirais à toutes les personnes qui composent le mouvement animaliste, c'est vraiment de faire du bruit et de communiquer, parce qu'en fait, en permanence, on a souvent des arguments qui sont soit totalement faux, soit absurdes. Voilà, comme nous, on nous dit par exemple que les poissons, ils aiment mordre à l'hameçon. Pourtant, il y a un appât, hein, donc je propose aux pêcheurs de mettre un hameçon sans appât pour voir s'ils mordent. Voilà, on nous dit que les animaux dans les cirques font partie de la famille des circassiens, pourtant ils ne mettent pas leurs enfants dans des cages. Donc en tout cas c'est important d'occuper le terrain, de faire du bruit, de communiquer, parce que aussi ça permet aussi de déclencher des réflexions chez certains qui jusqu'à présent ne s'étaient pas posé la question, et aussi d'alimenter la réflexion, parce qu'en fait nous de notre côté on a les études scientifiques, on a les faits, et en fait en face ce qu'ils veulent c'est étouffer le débat, ne pas en parler. Et d'ailleurs Brigitte en a parlé avec le référendum et j'y reviendrai, mais en fait pour moi, dès qu'on commence à parler de la condition animale, c'est forcément positif, parce que dès qu'on montre la réalité, noir sur blanc, forcément, on a l'opinion publique avec nous, et donc c'est vraiment important. Ensuite, et je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment un exemple important, ce qui est fondamental, c'est d'amplifier le mouvement dans tous les milieux, dans toutes les disciplines, donc aussi bien au sein des partis politiques. Et d'ailleurs, voilà, la France Insoumise, je crois que c'est la 3e année qui a des ateliers sur la condition animale, donc c'est vraiment important. C'est pas du tout le cas de tous les partis politiques. Et puis aussi, donc au niveau des disciplines, donc là, on voit qu'il y a de plus en plus de chercheurs, d'universitaires qui se penchent sur la question avec des disciplines diverses et variées, où on voit vraiment qu'on a un mouvement
qui est transversale en fait. Et en fait, pour le dire rapidement, je pense qu'il faudrait qu'on parle de la condition animale en étant partout, tout le temps. Donc par exemple, là c'était une tribune qui avait été publiée dans Le Monde par Nicolas Treich, donc, qui est directeur de recherche à l'INRA en économie. Parce que souvent on ne parle pas assez d'économie sur la condition animale. Donc là il commence à y avoir plusieurs économistes qui travaillent vraiment sur la question, et je pense que c'est vraiment, vraiment important parce que l'économie c'est un des arguments qu'on nous ressort très souvent. Il y a aussi bien sûr la philosophie qui est fondamentale. Donc Florence Burga a écrit des ouvrages importants. Là c'est une tribune qui d'ailleurs faisait suite à une enquête de L114 dans les abattoirs, je ne sais plus laquelle, mais bon, c'était en 2016. Il y a aussi par exemple un exemple, l'École nationale de magistrature organise maintenant chaque année, et c'est assez récent, des ateliers, donc un cycle de conférences autour de la condition animale. Donc Philippe Régnier, qui est cofondateur de l'association Paris Animosopolis et donc qui est professeur de droit, participe à ce cycle de conférences de l'ENM. Donc on voit que vraiment la condition animale commence à être un peu partout dans tous les milieux, et ça c'est très très important. On voit qu'on est sur un débat qui est sociétal, et voilà, et nous on doit pousser pour que ça continue. Ensuite, ça c'est un point qui me paraît peut-être le plus important, si vous devez retenir une chose, c'est qu'en fait souvent, mais je dirais aussi bien chez les élus que peut-être même chez les militants, souvent on n'ose pas, on essaye de couper la poire en quatre, et on n'ose pas porter des revendications très fortes, et je pense que c'est notre rôle d'être exigeant. Donc nous on est très très exigeants envers les élus. On essaye aussi d'être juste et de les féliciter quand ça va dans la bonne direction. Mais je pense que c'est important, quand on a des revendications, de les dire clairement et de ne pas chaque fois rabaisser les objectifs. Parce que voilà, je pense que c'est important de rappeler l'objectif final, qu'on veut que nos pratiques, qu'on arrête d'exploiter les animaux pour des raisons qui sont totalement inutiles, et qu'on ait une autre relation avec les animaux. Et enfin, l'objectif final, j'ai envie de dire, de tout ce que je viens de dire, c'est de mettre à l'ordre du jour la condition animale dans le milieu politique. Alors en ce moment ça commence, mais je dirais que c'est loin d'être suffisant. Il y a de plus en plus de questions écrites qui sont déposées au Parlement, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat. Il y a quelques propositions de loi qui ont été aussi déposées, mais si elles ne sont pas mises à l'ordre du jour, ça n'aboutira pas. Donc voilà, il faut vraiment que les élus osent, puisque en même temps c'est ce que demande la population française aujourd'hui. Et d'ailleurs je voudrais le rappeler parce que on le dit en permanence, mais dans les territoires, en province, dans les zones rurales, les personnes veulent aussi des changements. On le voit dans les études d'opinion. Sur le référendum par exemple, il y a plus de ruraux qui veulent un référendum pour les animaux que de Parisiennes et de Parisiens. Donc c'est important de le dire et de le répéter, parce que voilà, il y a souvent les lobbies essayent vraiment de diviser, on va dire, la population entre les bobos parisiens et les ruraux, alors qu'en fait, je le rappelle, que Paris est fait de provinciaux. Vous pouvez entendre mon accent. Donc voilà, donc sur le groupe par exemple parlementaire de la France Insoumise à l'Assemblée nationale, donc il y a eu des propositions de loi qui ont été déposées, notamment sur la chasse, sur les corridas. C'est très très bien. On espère aussi que la France Insoumise va saisir sa niche parlementaire pour mettre une proposition de loi à l'ordre du jour, parce que si elle n'est pas mise à l'ordre du jour, voilà, ça passe pas, donc ça ne suffit pas. J'en profite aussi donc pour remercier chaleureusement donc Danielle Simonet, qui est conseillère de Paris, qui a eu le cran de porter des débats au Conseil de Paris qui étaient vraiment totalement inexistants jusqu'à présent. Voilà, elle a osé porter la question de l'interdiction de la pêche à Paris, qui a beaucoup marqué, parce que c'était un débat qui était jusqu'à présent complètement passé sous silence. Alors on n'a pas gagné, mais en tout cas voilà, aujourd'hui on est reçu à la mairie de Paris, on peut en parler, et c'est vraiment une avancée. Danielle Simonet a aussi porté la question sur les animaux de guerre, qui est notre campagne. Donc grâce à elle, donc au début ça a été rejeté par l'exécutif parisien, et puis ça a été adopté à l'unanimité. Donc la ville de Paris a donc acté le fait qu'il y aurait un monument aux animaux de guerre. Donc là on est 2 ans après cette décision, on va revenir à la charge pour que ça voie le jour. Mais en tous les cas, Danielle Simonet, c'est l'exemple, je trouve, très emblématique et très important, qu'on a une seule élue au Conseil de Paris, sans groupe politique,
qui en fait fait clairement bouger les lignes sur la condition animale à Paris, où à Paris on est sur une espèce de mini-assemblée nationale, hein, le Conseil de Paris, où voilà, sur des sujets elle a été un peu seule contre tous, et pourtant aujourd'hui c'est des sujets, elle s'est fait moquer, elle a été menacée, je le précise, hein, menacée de mort. Il y aura d'ailleurs un procès par rapport donc à des pêcheurs sur les réseaux sociaux qui l'ont menacée. Et en tous les cas, voilà, elle a porté ça avec conviction, avec ténacité dans le temps. Chaque fois, elle revient à la charge. Donc voilà, on est vraiment très très heureuse et c'est un exemple, je pense, pour beaucoup d'élus. Enfin, donc, oui, je voulais finir avec le référendum. Pour vous dire que donc c'est une initiative qui est vraiment historique, qui rassemble beaucoup d'associations, plus d'une vingtaine, qui rassemble aussi des personnalités qui ne s'étaient jamais positionnées sur cette question, avec des mesures vraiment très consensuelles. Donc là, le groupe de la France Insoumise soutient dans son intégralité cette initiative, donc c'est très important. Là, il s'agit encore de soutien symbolique, puisqu'après, il faudra la déposer réellement. Donc normalement, ça devrait se faire en septembre. En tous les cas, c'est une initiative qu'il faut vraiment encourager un maximum d'élus et de citoyens à la porter, puisqu'après, il faudra passer aux signatures. Il faudra qu'on rassemble plusieurs millions de signatures. Mais voilà, si on se mobilise toutes et tous ensemble, il y a de grandes chances d'y arriver. Et ça serait vraiment très très fort que le premier référendum d'initiative partagée soit sur la condition animale. Je pense que ça serait très révélateur que le décalage aujourd'hui entre les élus et les attentes de la population sur la condition animale sont abyssales. Et il y a un vrai problème en fait, de démocratie sur la condition animale, où jusqu'à présent, ce sont les lobbies qui font la loi. Et il faut que les choses changent. Merci beaucoup. Merci Amandine. Alors on va passer à notre dernier intervenant, donc l'eurodéputé de la France Insoumise Manuel Bompard. Alors je voulais juste préciser avant que malheureusement au vu de l'heure, ça ne sera pas possible de faire les échanges avec la salle au niveau des questions-réponses parce qu'on devrait déjà avoir terminé cette conférence. Donc vous pourrez venir nous voir au niveau du stand puisqu'on sera présent juste après la conférence, donc vous pouvez passer nous voir. En tout cas, je vais laisser la parole à Manu, qui donc siège donc au Parlement européen dans les commissions environnement, agriculture et pêche. Tu es aussi membre de l'intergroupe pour le bien-être et la protection des animaux et membre de la commission d'enquête pour les transports d'animaux vivants. Voilà, donc je te laisse la parole. Merci beaucoup déjà pour l'organisation de la conférence. Merci à vous d'être venus nous apporter vos éclairages et les combats que vous menez. Je vais moi aussi faire court parce qu'on est vraiment pris par le temps. Donc je ne vais pas forcément revenir sur les considérations de l'ordre du constat, ni de savoir si la question qui a été posée, de savoir si la crise du Covid vient ou pas poser la nécessité du changement de notre rapport aux animaux. À mon avis, c'est une question sur laquelle, nous qui sommes ici, pour nous, la réponse est assez évidente, c'est oui. Pas seulement d'ailleurs parce que la crise du Covid a remis le sujet sur la table, parce qu'en elle-même, les pratiques et la manière avec laquelle nous traitons aujourd'hui les animaux dans notre société ne sont pas acceptables, et que la question est centrale, mais en plus, la crise du Covid vient, j'ai envie de dire, avoir l'avantage, si je peux utiliser ce terme-là, de remettre ce sujet encore plus sur la table et de démontrer à quel point vivre dans ce rapport-là avec la biodiversité, l'écosystème, nos animaux, est tout simplement non plus pas tenable d'un point de vue éthique, ça a été dit, mais d'un point de vue de l'urgence climatique et environnementale, de l'urgence de l'extinction de la biodiversité, et y compris, on l'a vu avec la crise du Covid, fait peser des risques et des menaces qui peuvent être des menaces sur la santé des concitoyens, et donc pose la question de la survie de l'espèce humaine, y compris sur cette terre. Donc je ne veux pas trop m'avancer là-dessus, parce que honnêtement, tout ce qui a été dit avant, je trouve, dresse un tableau qui est très complet et dans lequel je me retrouve totalement. Peut-être ce que je voulais moi apporter dans la discussion et qui peut vous intéresser, c'est peut-être vous donner quelques éléments au niveau du Parlement européen et des batailles à venir sur lesquelles concrètement on doit s'engager pour essayer de changer les choses. Alors ça a été dit, c'est pas seulement au Parlement. Ça a été dit, il y a des échelons au niveau des communes, avec des élus locaux. Il y a des batailles à l'Assemblée nationale. Et nos camarades, le micro
micro, donc je parle fort, mais attends, je vais me lever, t'inquiète pas. Non, micro. Nos camarades à l'Assemblée nationale qui ont commencé à mener cette bataille, ça a été évoqué tout à l'heure. Et il y a une bataille au Parlement européen, je vais y venir. Je veux juste dire d'abord, parce que c'est l'état d'esprit, la philosophie de la France insoumise, que de notre point de vue, ces batailles, elles ne se mènent pas de manière institutionnelle. Bien sûr, la bataille institutionnelle, elle est importante et elle est décisive. Mais la bataille institutionnelle, elle n'existe pas si en même temps il n'y a pas une bataille citoyenne dans la société. Le travail des associations, des ONG qui vous a été présenté là, c'est un travail qui est essentiel. D'ailleurs, tout le monde pointe le fait que la prise de conscience dans la population, elle est extrêmement forte et qu'elle a du mal à se traduire en prise de conscience dans le monde politique. C'est bien la preuve que s'il n'y a pas une montée en puissance des mobilisations citoyennes, on n'arrivera pas à faire des lobbies, parce que c'est dit, il y a des lobbies qui sont plus forts, et on voit bien que sur n'importe quel sujet, ils sont là et ils sont forts et ils essaient de nous empêcher de faire en sorte que cette prise de conscience dans la société, elle se traduise effectivement par une évolution des réglementations, des lois, etc. Donc, bien sûr que la bataille, elle n'est pas que institutionnelle. Et bien sûr que dans les parlements, à l'Assemblée nationale, au Parlement européen, malheureusement, on est minoritaire. Donc on n'a pas tous les moyens. Mais par contre, je crois que la bataille, elle vaut le coup de poser. C'est pour ça que c'est important de proposer des textes de loi à l'Assemblée nationale. C'est pour ça que ça nous a paru important de soutenir le référendum d'initiative partagée. Et il faut continuer à le faire. Et c'est pour ça qu'au Parlement européen, on a des sujets de combat sur lesquels on essaie de s'engager. Alors, dans les sujets qui vont venir là, et qui, à mon avis, sont à regarder avec attention, pas seulement pour les regarder, mais aussi parce que si vous ne faites pas pression, s'il n'y a pas une pression citoyenne, on n'y arrivera pas, franchement. Parce que la république de les données, les lobbies, ils existent au Parlement national, mais je vous promets qu'ils sont là au Parlement européen et d'une manière extrêmement importante. On dit souvent que Bruxelles est la première place forte des lobbies dans le monde. Il y a des budgets, tout à l'heure on a montré des budgets, mais il y a des budgets des lobbies du Parlement européen. Donc on va avoir la première bataille, c'est la bataille sur... Donc Anya Hazekamp vous a parlé tout à l'heure de ce qu'on a appelé la stratégie de la ferme à la fourchette, qui est mis en place la Commission européenne, qui est sans doute un endroit où ça va être possible d'obtenir des engagements, mais qui ne vont pas se traduire nécessairement par des mesures et des réglementations. Et ce qui va venir à la rentrée, c'est la bataille sur la politique agricole. La PAC, c'est le premier budget de l'Union européenne. Ça pose toutes les questions de comment sont attribués les financements aux agriculteurs en France et dans le reste de l'Union européenne. Et le risque, en fait, c'est qu'il y ait une stratégie de la ferme à la fourchette au niveau européen qui est pavée de bonnes intentions, mais qui soit complètement déconnectée de l'évolution de la politique agricole commune et finalement des bonnes intentions, mais que les mesures elles-mêmes ne bougent pas. Alors qu'est-ce qu'on peut faire sur la PAC pour faire avancer les choses? C'est un travail d'amendement sur lequel on s'est engagé, qui vise notamment, les combats ont été cités, mais à faire en sorte qu'on aille vers la fin du financement des élevages intensifs, qu'on aille vers l'interdiction d'un certain nombre de pratiques aujourd'hui acceptées au niveau européen de l'élevage, ou de pratiques qui sont théoriquement interdites, mais pour lesquelles la réglementation n'est pas respectée, parce que ça est aussi. Et là, il y a un combat qui est un combat immense. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, il y a 0 € du budget de la PAC contribué qui consiste à financer les mesures de bien-être animal. Qu'au niveau européen, c'est à peu près 1% des fonds qui sont alloués à des mesures qui visent à favoriser le bien-être animal. Alors bien sûr, il y a l'interdiction d'un certain nombre de pratiques, mais l'interdiction d'un certain nombre de pratiques, ça nécessite aussi des financements pour accompagner la progression et la mise en œuvre des alternatives. Et s'il n'y a pas ces financements, nécessairement, c'est plus difficile d'aller vers le fait qu'il y ait des alternatives aux pratiques que l'on veut interdire qui se développent. Donc là, il y a un combat, c'est le combat que nous, on appelle la conditionnalité. C'est-à-dire comment on fait en sorte que pour pouvoir diffuser aujourd'hui les fonds européens, les aides de la PAC, doivent respecter un cahier des charges avec un certain nombre de mesures de bien-être animal. Donc ça pose la question de comment on caractérise par exemple les formes d'élevage intensif. Tout à l'heure, Brigitte a donné quelques éléments, mais en fait, c'est pas si facile que ça de caractériser de manière juridique l'élevage intensif. Il n'y a pas de définition qui existe. Alors il y a ce que disait Brigitte, c'est-à-dire le fait de pouvoir avoir un accès à l'extérieur. Nous, on porte dans les discussions sur la PAC le fait qu'il y ait une densité maximale d'unités de bétail par hectare pour faire en sorte que le soit sûr de donner de l'argent à des formes d'élevage qui correspondent à des formes d'élevage intensif pour l'interdire. Dans le référendum d'initiative partagée qui a été reçu tout à l'heure, il y a un objectif 2040, ça fait de ma part fin de l'élevage intensif. Là, ça, il y a une partie importante qui s'organise au niveau européen. Et ça, c'est les débats de la PAC.
Et je pense qu'il faut vraiment que les citoyens s'emparent de ces débats, parce que pour l'instant, le rapport de force, franchement, il n'est pas bon. Pour l'instant, si ça continue à avancer, comme ça a commencé à avancer, la PAC qui vient, qui va passer sur 6 ans, la dernière fois c'est 2014-2020, la prochaine PAC, la PAC qui vient va être comme celle d'avant. Et ça, c'est pas possible. Donc il faut arriver à obtenir, à arracher des victoires, des arguments, des modifications, et ça, c'est nécessaire. Je suis pris par le temps, mais je suis disponible par rapport à pour discuter avec vous sur le sujet. Je voudrais qu'on en reparle, et sinon il y a des vidéos, parce qu'on avait organisé des assises de la politique avec le Covid, où il y avait une table ronde, notamment consacrée à la question du bien-être animal, et je pense qu'il y avait un certain nombre de il y a la question des transports des animaux, laquelle on a parlé, et ça c'est une victoire qu'on a obtenue au Parlement européen. On a obtenu la création d'une commission européenne sur les transports des animaux. Ça c'est important. C'est important parce qu'il y a une réglementation européenne, mais pour l'instant elle n'est pas respectée. Et quand on est allé sur le port de Sète avec Agnès, c'était pour constater le fait que cette réglementation, elle n'est pas respectée aujourd'hui. Et donc, cette commission d'enquête, elle vise déjà à évaluer la manière avec laquelle ils arrivent à contourner la réglementation et à faire évoluer la réglementation pour que, effectivement, on interdise l'exportation d'animaux vivants en dehors de l'Union européenne, on réglemente ce qui se passe au sein de l'Union européenne, pas plus de 8 heures de transport, ça a été dit tout à l'heure par Brigitte. Donc ça, c'est des combats qu'il faut qu'on continue à mener. C'est un deuxième sujet sur lequel je vais insister. Le dernier, et je m'arrête là, parce que sinon je vais mettre en danger la conférence d'après. Le dernier sujet, c'est que de la même manière qu'il y a un référendum d'initiative partagée en France, au niveau européen, ce qu'on appelle les initiatives citoyennes européennes. C'est-à-dire que si vous avez plus de 1 million de signatures de 7 États membres, vous pouvez forcer la Commission européenne à prendre une position sur un sujet. C'est le combat qu'on est en train de mener. Il y a notamment une ICE qui a été lancée et qui a réuni une signature, c'est l'ICE sur les élevages en cage. On attend là la réponse de la Commission européenne, donc là aussi la mobilisation citoyenne va être importante. Et puisqu'on parle d'ICE, la France Insoumise soutient aussi cette ICE, elle est là. C'est contre la pêche aux ailerons, normalement c'est interdit aussi de l'Union européenne, mais en réalité, là aussi la réglementation est contournée, et donc là c'est pour interdire le commerce, pour faire en sorte qu'enfin on mette un terme à cette pratique qui est particulièrement cruelle et barbare. J'ai fait vite parce que je ne veux pas mettre en danger la conférence d'après, mais vraiment n'hésitez pas à venir discuter avec nous de ce sujet.